de mon point de presse. Le rôle, la mission majeure du conseil d'administration est l'orientation et le contrôle. C'est notre mission. Ce contrôle s'est fait de plusieurs manières. En ce qui concerne les projets de reboisement dans les provinces que vous avez citées, le conseil d'administration ne s'arrête pas sur les documents qu'on lui montre. Les projets de reboisement doivent être palpés sur le terrain. C'est sur le terrain, une fois que vous avez reçu les rapports, une fois que vous avez reçu les explications de la direction générale, il faut que vous-même, les contrôleurs, descendez sur le terrain pour savoir si réellement les projets ont été réalisés, si réellement ces projets sont arrivés à exécution à la fin. Et comme je vous ai dit, ce que nous faisons, nous, le conseil d'administration, c'est, on aurait pu faire ça dans les 100 jours. Faire notre rapport d'activité. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je vous ai dit qu'en tout cas, en ce qui concerne les projets de reboisement, la réalité de ces projets de reboisement, même si nous avons des rapports par rapport à ça, il faut que nous allions palper nous-mêmes du doigt pour savoir. Donc, à ce jour, je suis incapable, nous sommes incapables, tous les membres du conseil d'administration, nous sommes incapables de dire si réellement ces projets de reboisement ont été effectivement réalisés. Et j'aimerais dire quelque chose. L'ensemble des projets de reboisement réalisés entre 2019 et 2020 rentrent dans le cadre des projets présidentiels 1 milliard d'arbres. Donc il s'agit de la crédibilité internationale du chef de l'État. Par conséquent, les conseils d'administration restent très regardants par rapport à ces projets-là. Et surtout, nous restons très regardants par rapport à la préservation et à la reconstruction du patrimoine forestier. Parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, les forêts constituent un instrument de la politique extérieure de la diplomatie du chef de l'État. Les mines partiront. On ne peut pas préserver les mines, on ne peut pas replanter les mines. Mais les forêts, on peut les préserver et on peut replanter. Donc, elles restent aujourd'hui une de nos principales richesses pour le futur. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, on n'a pas encore reçu d'ordre de mission. Et moi, je suis respectueux de la loi, des règles, de l'état de droit. Le jour que nous aurons cet ordre de mission, nous nous rendrons sur place. Parce que moi, je suis un saint Thomas. Je ne crois que nous, on ne croit qu'à ce que nous voyons. Donc, je ne suis pas à mesure de vous dire, dans les provinces que vous avez citées, si, effectivement, les fonds, il y a eu la matérialisation de ces projets. En ce qui concerne les relations entre d'abord le conseil d'administration et la direction générale, au début, je vous ai dit, j'ai fait un contour de ce qui se passe, de ce que nous entendons sur la situation des établissements publics, des entreprises publiques, des relations entre les différents organes. Généralement, les gens n'aiment pas le contrôle. Généralement aussi, les directions générales n'aiment pas le contrôle. Ça, l'IGF l'a dit. Et l'inspecteur Allengue avait dit ceci.
Si les organes, si les contrôles internes fonctionnaient très bien, je l'ai suivi une fois, l'IGF n'aura pas beaucoup de travail. Et nous, les conseils d'administration, nous sommes venus, non pas pour déranger la direction générale, mais pour que, effectivement, notre rôle, la mission dévolue au conseil d'administration soit effective. Et c'est comme ça que moi je dis, c'est vrai, je ne sais pas en tout cas où est-ce que vous sortez ça. Pour nous, au conseil d'administration, il n'y a aucune friction entre les conseils d'administration et la direction générale. Nous continuerons à faire nos contrôles. Pas seulement les contrôles des projets de reboisement, mais les contrôles des orientations que nous donnons à la direction générale à travers nos recommandations, décisions et résolutions. C'est prévu par les textes. Quand vous lisez l'article 47, lorsque vous ne faites pas ces contrôles-là, vous, les conseils d'administration, vous serez tenus pour responsables par rapport à la gestion du fonds forestier. Donc, je vais atterrir par là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème entre la direction générale et les conseils d'administration, mais nous allons exécuter les missions qui nous sont données de contrôler et d'orienter. Et lorsque nos décisions, nos résolutions qui sont transmises à la direction générale ne sont pas respectées, nous sanctionnons. Mais nous ne sanctionnons pas en disant que le DG va partir. Non, non, non. Nous respectons la règle, nous saisissons la tutelle. Maintenant, c'est à la tutelle d'agir. En ce qui concerne la tutelle, pour moi, les gens peuvent l'interpréter comme ils veulent. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas dit parce que la tutelle n'a pas répondu à nos lettres qu'il y a un problème. Simplement, la tutelle. Parce que vous allez nous reprocher. On va nous reprocher. Mais pourquoi vous n'avez pas fait effectuer des missions de contrôle matériel sur place, palper ce qui se passe? Mais c'est parce que lorsque, pour sortir même un militaire, pour aller voir, pour aller dans son village, ou même pour se déplacer, quitter le Kinshasa, pour aller dans une province, il doit avoir l'ordre de mission, il doit avoir l'autorisation. Nous ne sommes pas dans la jungle où le PCA se décide et le conseil d'administration, allez, paf, maintenant nous allons en Ituri pour aller contrôler les recouvrements des taxes, pour aller contrôler la gestion du personnel, pour aller contrôler la réalité des projets de reboisement. Nous sommes respectueux des droits. Mais simplement, nous vous disons que on n'a pas encore reçu les ordres de mission. Le jour que nous les recevrons, nous partirons. Alors, en ce qui concerne les points sur la situation dans les Katanga, dont vous parlez concernant le préfinancement de certaines organisations de projets de reboisement. Je lis comme vous cet article et je l'ai transmis à la direction générale qui gère au quotidien. Ce n'est pas nous qui gérons au quotidien. Je l'ai transmis à la direction générale. Première remarque que je peux faire, à mon humble avis, il n'y a dans les décrets, il n'y a ni dans les décrets, ni dans les règlements d'ordre intérieur où on parlait de préfinancement de projets. C'est la première fois que j'entends cela. Deuxièmement, s'il y a préfinancement, ce préfinancement doit obtenir au préalable l'autorisation de la tutelle, l'autorisation du conseil d'administration. Parce que lorsque vous lisez, j'ai dit l'article 17.3 de notre décret, parce qu'il faut respecter les droits, la loi, les règles.
et fonctionnaires du Fonds forestier qui disposent les conseils d'administration a le pouvoir de prendre toute décision se rapportant notamment à l'accord sur les transactions, cessions et en général tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission du fonds. En tout cas, nous sommes arrivés le 2 août 2023. Je ne sais pas si cette situation a eu lieu avant notre arrivée ou après notre arrivée. Donc, nous, au niveau du conseil d'administration, on n'a jamais débattu sur ces sujets-là. De deux, ce que je constate que lorsqu'on dit qu'il y a eu préfinancement en 2023 et en 2022 et en 2023, je constate simplement qu'en 2022, les fonds forestiers a financé pour, je n'ai pas les chiffres exacts, parce que c'est à quelle page là, a financé pour 200 000 $. C'est le rapport que nous avons exigé, qu'on ait un rapport complet. A financé pour 200 000 $ en faveur de projets de reboisement. OK? C'est ces rapports que j'estime pas trop complets. On attend les rapports complets pour 200 000 $ dans les grands Katanga en faveur de projets de reboisement. De deux, je constate encore que parmi les ONG qui réclament, qui disent qu'ils ont été escroqués par les fonds forestiers, je constate qu'il y a des ONG qui sont citées là, parmi ces ONG-là, telles que Green World Solidarity. Je constate que en 2022, ok, ça se trouve là, je constate qu'en 2022, cette ONG et une autre ONG, ensemble avec une autre ONG, INEF, ont reçu, c'est ce qu'on nous a dit au conseil d'administration, à la 12e, ont obtenu au total 117 000 $. 117 000 $. Donc je pense que c'est un sujet que nous allons suivre très attentivement au niveau du conseil d'administration. J'inviterai le directeur général pour m'expliquer un peu la situation et j'inviterai surtout les directeurs techniques pour savoir qui ment, qui dit la vérité, qui a tort, qui a raison. Et si ce sont ces ONG-là qui ont raison, c'est une situation très grave, très très grave, qui salit l'honneur du fonds forestier et qui bat en brèche le projet présidentiel 1 milliard d'arbres. Et comme d'habitude, comme on respecte la loi, les droits, les décrets, nous allons saisir notre tutelle. Et s'ils ont raison, nous ferons en sorte qu'ils soient remis dans leurs droits et que pareille chose ne se répète plus. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à cette question. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. La question sur les personnels. Ah oui, voilà, merci. Mais voilà, c'est pourquoi je vous dis, là où avec la tutelle, il n'y a pas de problème. Voilà, nous avons maintenu, la tutelle avait interdit le mouvement du personnel en 2021, avant que nous arrivions. Pourquoi? Parce que la tutelle avait estimé qu'il y avait une gestion, je ne dirais pas chaotique. Il n'y avait pas une bonne gestion des ressources humaines. Parce que dans une entreprise, dans un établissement public, lorsque vous avez des ressources humaines qui sont mal gérées, la rentabilité par travailleur, ça se sent. Vous comprenez? Et moi qui suis un grand syndicaliste, moi je défends les travailleurs, je défends leur carrière, je suis contre les injustices, je
suis contre des passe-droits, des engagements sans aucun test, des engagements parce que tu es le frère, tu es la sœur de ceci et tout ça. C'est tout ça que la Mineta ne voulait pas au sein du fonds forestier. Et ça nous cause beaucoup de problèmes. Voilà un des problèmes. Et des problèmes pareils, il y en a beaucoup. Problème de cette temporaire. Et moi, je ne suis pas juriste. Mais vous savez très bien que lorsque vous engagez une personne, premièrement, il faut la payer. C'est son droit. Et deuxièmement, lorsque vous engagez cette personne, je crois, plus de 6 mois ou 7 mois, vous connaissez les conséquences. Il faut lui délivrer un contrat de travail. Vous comprenez? Vous laissez du personnel comme ça. Il faut que nous soyons humains. Alors pour ces personnels, parce que j'en ai pour plusieurs provinces, il y a plusieurs provinces qui m'ont écrit. Donc, il y a l'Équateur, il y a Ituri, ce sont des temporaires qui réclament. Ce sont des dossiers que nous trouvons, que nous devons gérer. C'est le principe de la continuité des services publics. Nous gérons. Ce sont des dossiers que nous devons gérer rapidement. Parce que les fonds forestiers, pour le moment, je vous ai dit, a un chiffre d'affaires par rapport à la grandeur du fonds forestier, son chiffre d'affaires est trop bas. Et à côté de ça, si vous avez des problèmes du personnel, des procès en cascade, ça va grignoter ces chiffres d'affaires. Donc, pour tous ces travailleurs-là, je leur informe que le conseil d'administration prendra une décision pour que c'est dans le sens de pouvoir arranger ces problèmes. Nous allons essayer d'arranger ça. Voilà. Oui. J'ai très bien dit dans mon introduction que les rapports entre les différents organes d'un établissement public, notamment les fonds forestiers, se règlent par rapport au texte. Et les attributions de chaque organe est dans les textes. Et j'ai dit au conseil d'administration d'orienter et de contrôler, à la direction générale de gérer au quotidien. C'est ce que je vous ai dit. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, que c'était pratiquement un rapport d'activité. C'est un rapport d'activité du fonds forestier. Ce que nous avons fait, nous, peut-être la direction générale, beaucoup de ministres, les institutions publiques, les responsables des institutions publiques, les fonds. OK? Donc, en tant qu'organe de contrôle et d'orientation, nous devons faire le suivi de ce que nous avons dit, de ce que nous avons donné à la direction générale comme orientation. Nous devons faire le suivi. Et quand nous faisons le suivi, on ne s'immisce pas dans la gestion quotidienne. C'est ce que les décrets nous demandent. Nous devons faire le suivi. Donc, quand je vous dis, quand je suis venu, je vous ai fait état de ce que nous avons fait et de ce que nous n'avons pas pu faire et pourquoi nous ne l'avons pas fait. Parce que je savais que la question allait venir. On allait partir faire des contrôles, mais on ne l'a pas fait. Vous allez poser la question, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Directement répondre à votre place, on ne l'a pas fait parce que la loi ou les règlements nous obligent d'avoir l'ordre de mission. Tant qu'on n'aura pas cet ordre de mission, on ne pourra pas le faire. Vous comprenez? La situation qui se passe dans les Grands Katanga.
Si nous avions reçu leur démission comme on avait demandé, je pense qu'on l'aurait, si c'est vrai, je dis, hein, si c'est vrai, ce qui s'est dit dans les journaux, on aurait rapidement décelé cette situation. Demain, vous allez apprendre qu'il y a d'autres situations ailleurs. Donc, c'est la raison pour laquelle dire qu'on n'a pas reçu d'ordre de mission veut dire que nécessairement qu'il y a un problème avec la tutelle. Pas du tout. Pas du tout. OK? Alors, en ce qui concerne les personnels, c'est une situation que nous avons trouvée. La lettre interdisant le mouvement du personnel est une lettre qui date, je crois, du 10 juin 2021. Ce n'est pas notre situation, ce n'est pas nous. Et dans cette lettre, la Mineta avait donné comme condition, avant la reprise des engagements, l'exécution, il fallait un audit externe diligenté par les PCA. Sa lettre est claire, audit. Donc c'est la tutelle, ce n'est pas nous. Et quand nous sommes arrivés, nous, les conseils d'administration, nous avons constaté d'autres choses. Et le conseil d'administration a ajouté, mis à part l'audit externe qu'avait demandé, exigé la Mineta, nous avons ajouté d'autres choses. Nous avons ajouté comme condition la mise en place d'une convention collective du travail. Ça, c'est la première condition. Nous. Deuxième condition, le contrôle physique de tous les travailleurs à travers la République pour avoir connaissance des cas pareils, des temporaires qui réclament leur argent, des temporaires qui veulent être réintégrés parce que ça fait 3 ans, certains 10 ans qu'ils sont là. Donc, on a réclamé les contrôles physiques. De trois, plutôt, excusez-moi, mis à part les contrôles physiques, nous avons réclamé la relecture du cadre organique qui est très essentiel. Parce que sans cadre organique, ben, vous allez engager comme dans un poulailler. Nous avons exigé, je dis nous, le conseil d'administration, nous avons exigé la relecture du cadre organique, l'examen des cadres organiques. Et d'ailleurs, la tutelle avait même dit, lors de la remise et reprise, quand on m'a proposé la signature du nouveau cadre organique, j'avais refusé. Donc nous avons demandé qu'on puisse relire les cadres organiques, parce que même nous, du conseil d'administration, on ne sait pas quel cadre organique qui est utilisé au sein du FFL, parce qu'on n'a jamais fait de contrôle. Ensuite, nous avons exigé l'unification des statuts du personnel, parce que les statuts du personnel, c'est ça qui protège les personnels. Ça protège leur carrière, ok? Ça protège leur carrière, ça protège leur promotion. Ça vous dit comment les gens sont recrutés, pas par recommandation, pas par affiliation, et tout ça. Nous avons, nous, du conseil d'administration, nous avons exigé cela. Et ensuite, conformément aux recommandations de la tutelle, nous avons réaffirmé l'interdiction d'engager du personnel. Il faut suivre les instructions de la tutelle. Nous avons réaffirmé l'interdiction, ce n'est pas nous. C'est d'ailleurs l'occasion où je profite de cette occasion pour dire aux travailleurs du fonds forestier, ce n'est pas les conseils d'administration qui refusent des engagements. Nous savons bien, d'après les informations que nous avons vérifiées, au niveau de certains postes du fonds forestier, il n'y a pas de travailleurs. C'est comme ça qu'ils s'organisent le détournement des taxes. Quelqu'un qui n'est pas du fonds forestier vient, il
Il s'improvise taxateur, il prend l'argent, il part. Le bois sort de partout. Nous avons des informations des entreprises qui coupent les forêts, qui font n'importe quoi et tout ça, et qui ne payent pas leurs taxes de déboisement ou d'abattage. Donc cette gestion des ressources humaines, nous avons exigé, après les contrôles, dans les cadres organiques, comment faire en sorte pour avoir une meilleure répartition du personnel. C'est nécessaire. Quelqu'un a parlé de l'Itourie, de l'Équateur. Vous allez partir là-bas. Vous avez dans la Chopo, je ne sais pas si la situation a changé. Pour la Chopo et pour le où elle est. Pour ces deux provinces-là, vous n'avez qu'un seul chef de poste avec 15 temporaires. Et qui doit surveiller des espaces même plus grands que la Belgique. Ça ne va pas. Donc, la Mineta a eu raison de suspendre ce mouvement de travail. C'est comme ça que nous insistons que tous les travailleurs, et ça, j'espère qu'entre-temps, il n'y a pas eu de mouvement du personnel, et je l'espère. Parce que les engagements, ce qui concerne les engagements, il faut lire les textes. Le texte est clair. En ce qui concerne les engagements du personnel des commandements, c'est quel... tout ça. Donc, en ce qui concerne les engagements du personnel, l'article 5 du décret sur le pouvoir du conseil d'administration est clair. Il dit, nous avons le pouvoir de nommer, affecter, promouvoir et les cas échéants licencier ou révoquer un membre du personnel exerçant un emploi de commandement au sein du fonds. C'est-à-dire que c'est notre rôle de voir si pendant l'intervention du mouvement du personnel, il y a eu des personnes qui ont été engagées ou révoquées, ou des personnes ont été nommées. Donc quand nous faisons ça, demain on vient me poser la question, Monsieur le PCA, comment avez-vous laissé, Monsieur le PCA et Monsieur les administrateurs, comment avez-vous laissé faire ce genre de choses? Cela ne veut dire pas qu'il y a un problème, non. On vous a restitué ce que nous avons fait. Comme demain, si le ministre Mouyaya, que j'aime bien, m'autorise, comme le font d'autres dirigeants, d'autres DG, à la télévision avec lui, je passerai avec joie pour faire la même restitution. Nous disons, nous avons fait, et je félicite nos administrateurs, qui n'ont pas de frais d'installation, qui touchent là quelques avances, mais qui travaillent. Donc, moi, je dis, en ce qui concerne le mouvement du personnel, ce n'est pas nous, mais nous allons veiller à ce qu'il n'y ait pas d'injustice lors des engagements, qu'il n'y ait pas de passe-droit lors des engagements. La situation entre nous et la tutelle, ça va. Et lorsque les choses ne vont pas, nous sommes dans un état de droit, on le dit. On a parlé des crédits carbone, dont nous avons droit, c'est 10%. Et si on ne fait rien, dans 15 jours, c'est fini. Ce droit est fini pour les FFN. Ça représente, si jamais, ça représente une ressource très importante compte tenu des ressources très faibles du fonds forestier. Vous comprenez? Donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation où le fonds forestier, nous voulons qu'en sortant, en quittant le fonds forestier, que ces conseils d'administration, son nom soit marqué, je dirais, de lettres en or par rapport au travail qu'ils ont fait. La gestion des fonds forestiers ou de notre fonds, gérer un fonds, il ne faut pas nécessairement que vous soyez de l'environnement. La gestion, c'est autre chose. La gestion, c'est la gestion. Soit vous savez gérer, soit vous ne savez pas gérer. Et quand vous gérez bien, vous avez vos techniciens, vous avez d'autres techniciens tout autour de vous qui vous conseillent. C'est comme ça qu'on gère. C'est pas parce que vous êtes, justement, licencié en environnement que nécessairement que vous connaissez la gestion des entreprises. Les fonds forestiers, bien sûr, c'est un établissement public.
je dirais à l'époque, on confondait tout, c'est une entreprise et qui doit avoir très bons gestionnaires, pas nécessairement, comme on dit, il faut que ce soit des spécialistes de l'environnement. Donc ça, c'est une vraie fausse idée. Donc je répète, il n'y a pas de problème entre la direction générale et nous travaillons. Et si vous avez des preuves qu'il y a des problèmes, non. Donc lorsque nous disons qu'il faut éviter les minorations, le fonds forestier a besoin d'argent. Il faut identifier les assujettis. Ils sont nombreux, hein, les miniers. Je ne sais pas, vous êtes de la presse, il y a combien de miniers à travers le Congo? Je crois que c'est plus de 400, 500, même 2000 miniers. Donc, des fonds forestiers, nous devons avoir le même nombre comme assujettis, le même nombre de miniers comme assujettis. Et non pas, aujourd'hui, ils ne sont pas. Ce que je peux vous montrer ici, je recense ici les fonds forestiers à comme assujettis. Les papiers sont là, 87 assujettis. Alors que tous les miniers doivent payer la taxe de déboisement. Tous, sans aucune exception. Tous les miniers. Est-ce qu'il y a 87 miniers, c'était minières ici? Rien que dans le Haut-Katanga, d'après les textes que j'ai lus, il y a 300 entreprises minières. Rien que dans le Haut-Katanga. 300 entreprises minières. Bon, comme étant donné que pour le moment, il n'y a que 87 entreprises minières qui sont recensées, et je lance un appel à tous ces miniers qui ne se font pas recenser de le faire rapidement. S'ils ne le font pas, ma décision, notre décision du conseil d'administration, ça sert à quoi? On va faire bloquer leurs comptes par la DGDR. On va faire bloquer leurs comptes. Donc, ils n'ont qu'à se faire identifier auprès de la direction générale. Et en ce qui concerne les forestiers, et aussi ceux qui sont en retard de paiement ou ceux qui font des fraudes, dans l'Équateur notamment, on va pas citer ces sociétés, nous les avons ici, ils doivent, dites-leur s'il vous plaît, monsieur de la presse, qu'ils doivent se faire identifier. Ils doivent se faire identifier. Donc, vous comprenez? Vous vous imaginez, si tous ces miniers-là, rien que les 300 de Katanga, payaient leur taxe de déboisement, c'est 1800 $ par hectare. Et vous connaissez la superficie des entreprises minières. Si tous ces gens payaient leur taxe, vous voyez des millions et des millions, des milliards. Et si les fonds forestiers captaient les apports extérieurs, les dons et legs, c'est comme ça qu'en faisant cette conférence avec vous, nous voulons aussi sortir le fonds forestier de l'ombre. Nous voulons le sortir de l'ombre. Comme vous voyez les FPI, comme vous voyez d'autres entreprises, la haute autorité des régulations de la sous-traitance, ils sont là. Ils sont là. Ils se font connaître. Nous sommes une grande institution. Nous gérons le monde. Nous gérons les climats. Nous gérons l'avenir de l'humanité. Nous sommes, je dirais, une des divisions de l'armée de l'environnement. Le fonds forestier. Et c'est pour ça que nous devons avoir du personnel de qualité. Et le fonds et le conseil d'administration ne lésinera pas en ce qui concerne la gestion. Et je me répète que tous les assujettis, forestiers, agro-pastoraux, surtout les miniers, nous allons débiter, nous les fonds forestiers, les conseils d'administration, conformément à ce que, aux attributions qui nous sont reconnues par les décrets, nous allons commencer le contrôle. Nous allons les débuter pour cette année ici. Voilà, j'ai fini. J'étais un peu trop bavard. Voilà.